Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour notre affaire criminelle du jour. Et accrochez-vous bien parce que pour l'affaire d'aujourd'hui, nous allons parler de télé-réalité. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait sur cette chaîne. Mais oui, aujourd'hui on va parler d'une émission de télé-réalité qui a plutôt mal tourné. Mais avant que l'on entre dans les détails de notre affaire, je tiens à prendre quelques petites secondes de votre temps pour vous parler de Ipsos AIC. Et je suis ravie d'avoir la chance de vous parler un petit peu plus en détail de Ipsos AIC parce que je pense que vous allez tous être très intéressés par ce qu'ils ont à vous offrir. Ipsos AIC est un site gratuit de sondage en ligne qui vous permet de donner votre avis sur tout un tas de choses différentes et surtout d'avoir la chance de pouvoir faire la différence car votre opinion contribue à changer les choses aussi bien pour la société, les gouvernements ou encore les marques. À chaque jour, vous avez de nouveaux sondages qui vous sont proposés et à chaque fois que vous y répondez, vous accumulez des points qui sont ensuite transformés en argent pour être par la suite échangés sur le site contre un très large choix de cartes cadeaux différentes. Ce que j'adore de Ipsos AIC, c'est que leurs sondages sont très rapides. Vous pouvez donc aussi bien y participer dans les transports en commun le soir en rentrant du travail ou encore avant d'aller vous coucher. Et sachez qu'il est très facile et très rapide de faire monter vos points. En moins d'une semaine, j'ai déjà obtenu assez de points pour pouvoir me faire plaisir en m'offrant une carte cadeau de chez Tim Hortons pour assouvir mes envies de café. Et sachez que c'est ma 4e carte cadeau Tim Hortons en moins de 3 mois. Et en plus d'être rapide, les sondages sont ciblés spécifiquement en fonction de mes intérêts personnels. Ça n'est donc jamais ennuyant pour moi de répondre aux questions, car je me sens à chaque fois impliquée dans les sondages qui me sont proposés. Si vous vous sentez prêt à influencer de grandes décisions, c'est donc à votre tour aujourd'hui de découvrir Ipsos AIC et de commencer à répondre à leurs sondages. Et de vous gâter en plus de cela grâce à leur choix de cartes cadeaux incroyables. Rendez-vous donc sur le site de Ipsos AIC, dont vous allez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Merci énormément à Ipsos AIC d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour. Et maintenant, je vais vous laisser vous installer bien confortablement car on va commencer. Le 23 avril de l'année 2008 est diffusé un nouvel épisode de l'émission de télé-réalité Wife Swap sur la chaîne américaine ABC. Wife Swap est donc une émission de télé-réalité dont le concept est plutôt simple. Deux familles complètement différentes l'une de l'autre se retrouvent chamboulées lorsque les mères de ces deux familles sont échangées et que le reste de la famille se retrouve à vivre suivant des règles qui sont bien différentes de celles dont ils ont l'habitude et ce pour une durée de 2 semaines. Et bien généralement, les producteurs de l'émission font justement en sorte de sélectionner des familles ayant des modes de vie à l'opposé l'une de l'autre pour que le contraste soit encore plus flagrant. La première semaine, la famille vit suivant leurs règles habituelles, mais la deuxième semaine, c'est la nouvelle mère qui impose ses propres règles. Une version française de cette émission a d'ailleurs vu le jour qui s'appelait On a échangé nos mamans. Donc si vous connaissez cette émission, vous voyez exactement de quoi je parle. À la fin du mois d'avril 2018 donc, c'est un nouvel épisode de Wife Swap qui est diffusé à la télévision américaine. Et dans cet épisode, on retrouve les familles Stockdale et Tonkovic. La famille Stockdale est composée de Cathy, la mère de famille, de son mari Timothy ainsi que de leurs 4 enfants. 4 garçons, Calvin, Charles, Jacob et James. Tous venus au monde dans cet ordre exact et âgés de 19, 16, 15 et 11 ans. Cathy était à ce moment-là âgée de 44 ans et Timothy de 48 ans. Et ce qui est certain, c'est que la famille Stockdale était une famille bien différente des autres. La famille originaire de l'Ohio a quitté la ville à la fin des années 90 dans le but d'après eux d'offrir à leurs enfants une meilleure vie où ils ne seront pas influencés par les autres enfants de leur âge. Car Cathy et Timothy ont toujours été très traditionnels. Et pour eux, l'idée même que leurs enfants se mettent à parler ou à s'habiller comme les jeunes de l'époque, ou encore pire, se mettent à écouter de la musique rock ou du rap, les rendait complètement malades. Il était hors de question que cela arrive. Ils voulaient les protéger de tous ces dangers et éviter de les exposer au monde réel. Après avoir quitté la ville, les Stockdale ont emménagé dans une ferme localisée dans la ville de Bolivar, une ville extrêmement rurale où les maisons se trouvent toutes à des kilomètres les unes des autres et où pratiquement tous les habitants vivent de l'agriculture.
Timothy travaille d'ailleurs à la ferme tous les jours de 5h du matin jusqu'à la tombée de la nuit et livre régulièrement ses produits à des magasins dans les villes alentours. Tandis que Cathy de son côté s'occupe des enfants et notamment de leur éducation car les 4 garçons ont été retirés de l'école et font maintenant l'école à la maison accompagnés de leur mère. Cathy et Timothy élèvent leurs enfants dans un environnement très conservateur et très religieux où absolument tout est contrôlé de A à Z. Pour vous donner quelques exemples, la télévision, les jeux vidéo ou toutes sortes d'appareils électroniques de la sorte sont complètement bannis sous leur toit. La musique est elle aussi interdite, de même que les sports ou même simplement tout contact avec le monde extérieur, car les enfants n'ont pas le droit d'avoir des amis. Et encore moins s'il s'agissait là de filles, car Cathy et Timothy sont très stricts là-dessus. Interdiction totale de fréquenter des filles, car cela les déconcentrerait et ils ne seraient plus aussi productifs dans leurs tâches du quotidien. Les aliments transformés ou ne provenant pas de leur ferme, totalement interdits eux aussi. Bonbons, biscuits, chocolat, c'était même pas la peine d'y penser, les enfants n'y avaient pas droit. Tous leurs repas étaient uniquement constitués d'aliments ayant été récoltés sur leur propre terre. Les enfants Stockdale ont un programme bien établi et savent exactement ce qu'ils doivent faire du lever du soleil jusqu'au coucher. Ils participent aux tâches ménagères, font leurs devoirs et aident très régulièrement leur père dans son travail à la ferme. Et lorsque les enfants participent dans leurs tâches ménagères, ils reçoivent en échange un jeton qu'ils accumulent et arrivés à un certain nombre, ils peuvent les échanger contre des choses telles qu'un chewing-gum, 1 heure d'écran ou alors 1 heure d'écoute de radio. Mais attention, toujours sous la supervision de Cathy. Elle gardait toujours un œil sur ce que les enfants regardaient ou écoutaient. Et généralement, la seule musique qu'ils étaient autorisés à écouter se trouvait être de la musique religieuse. Et lorsqu'ils regardaient des vidéos en ligne, seules des vidéos de débats ou autres sujets intellectuels leur étaient offerts. Et attendez, vous n'êtes pas prêts, car les fameux jetons étaient doublés si les enfants accomplissaient leurs tâches en y mettant tout leur cœur et de la bonne volonté. J'ai vraiment du mal à savoir ce que Cathy et Timothy entendaient par là et comment ils étaient capables de différencier si une tâche ménagère avait été effectuée de bon cœur ou non. Parce que pour moi déjà, à partir du moment où on te l'impose, c'est que ça n'est pas effectué de bon cœur. Et à part sourire bêtement en nettoyant le sol ou en faisant la vaisselle, je vois pas vraiment de quelle autre manière ils pourraient montrer qu'ils effectuent leurs tâches de bon cœur. En tout cas, d'après leurs parents, cela leur apprend la valeur des choses et que tout se gagne à la sueur de son front. Et pour revenir aux jetons, ne croyez pas qu'avec un seul jeton, ils avaient droit à quoi que ce soit. Non. Il leur fallait accumuler pas moins de 20 jetons, seulement pour avoir le droit à un chewing-gum. Il leur fallait donc travailler dur pour obtenir ces petits jetons, mais par contre, il leur était très facile de les perdre. Car à la moindre petite chose faite de travers, leurs jetons leur étaient retirés. Si, admettons, ils étaient en retard, ils avaient mal effectué l'une de leurs tâches ménagères ou avaient laissé traîner des choses derrière eux. Et Cathy ne se limitait pas à leur retirer leurs jetons, car parfois ça pouvait aller jusqu'à avoir de réels frais en argent que les enfants lui devaient. Je vais vous donner un exemple. Tous les matins, à 7h30 pétante, Cathy allait réveiller ses enfants et leur laisser un laps de temps de 2 minutes pour sortir de leur lit et la rejoindre au rez-de-chaussée. Si jamais il arrivait que les enfants aient un peu de retard et dépassent ces 2 minutes, eh bien sachez que pour chaque minute supplémentaire de retard qu'ils avaient, ils lui devaient 25 centimes. Et même si tout cela semble très difficile à concevoir, sachez que la famille Stockdale était très soudée, au point même qu'ils se sont lancés dans la musique ensemble. Cathy et Timothy ont toujours été passionnés de musique et ont décidé de partager justement cette passion avec leurs enfants. Et c'est ainsi que les 4 garçons et leur père ont formé leur propre groupe de musique. Alors, ne vous méprenez pas, ils ne jouaient ni du hard rock ni de la pop, mais de la musique traditionnelle d'orchestre à cordes. J'ai pas vraiment trouvé de définition exacte de ce style de musique, mais sachez qu'en anglais ça s'appelle de la musique bluegrass, qui est un petit peu inspirée du jazz, de la musique traditionnelle et de la country. Et au sein de leur groupe, James, le plus jeune fils, jouait de la contrebasse, Jacob du violon, Charles jouait de la mandoline et le frère aîné Calvin jouait du banjo, accompagné de leur père Timothy à la guitare. Et le groupe s'appelle tout simplement The Stockdale Family Band, soit le groupe de la famille Stockdale. Et ils vont tout de même tous les 5 aller jusqu'à produire 4 albums ensemble et participer à de très nombreuses compétitions régionales qu'ils vont d'ailleurs à plusieurs reprises remporter.
Et pour être tout à fait franche, The Stockdale Family Band avait son petit succès dans la région. Tout le monde était impressionné face au talent de ces jeunes garçons qui jouaient incroyablement bien et avaient un véritable don musical. Voilà donc pour ce qui est de la famille Stockdale. Mais je vous rappelle que pour l'émission Wife Swap, il faut deux familles, car on va les mélanger ensemble. Et face à la famille Stockdale, qui est donc extrêmement carrée et religieuse, on va découvrir une famille complètement à l'opposé de cela, la famille Tonkovic. Les Tonkovic vivent eux dans le nord de l'état de l'Illinois, à plus de 750 km de chez les Stockdale. Ils sont composés de la mère de famille Laurie, de son mari John et de leurs deux enfants Paul, âgé de 21 ans, et la cadette Megan, âgée de 17 ans. La famille avait aussi un autre fils de 24 ans, mais au moment du tournage, il se trouvait à l'armée, il n'était donc pas présent. Mais ça n'est pas tout, car le petit ami de Megan et la petite amie de Paul vivent eux aussi sous le toit de la famille Tonkovic. Et il suffit de regarder ces deux photos pour voir qu'il y a un écart plutôt flagrant entre les deux familles. Les Tonkovic adorent faire la fête et s'amuser. La porte d'entrée de leur maison est littéralement toujours ouverte et ils reçoivent sans arrêt du monde chez eux. Ils passent donc leur soirée à faire la fête, à danser et à boire et n'ont vraiment aucune limite. Et à l'inverse du domicile des Stockdale, qui est toujours nettement rangé, chez les Tonkovic, le ménage n'est fait qu'à de très rares occasions et les piles de linge sale et de vaisselle sale ne font que s'agrandir à vue d'œil. La diète de la famille est en majeure partie composée de fast-food et de soda, et ni Paul ni Megan ne font quoi que ce soit pour aider leurs parents à la maison, ce qui ne semble gêner personne. Laurie et John, les parents, ont chacun un emploi à temps partiel, tandis que leur cadette Megan est encore au lycée au moment du tournage, et Paul, de son côté, a pour rêve et ambition de devenir un jour un très grand rappeur. Voilà pour ce qui est des descriptions de ces deux familles qui ne pourraient clairement pas être plus à l'opposé l'une de l'autre. Laurie et Cathy, qui ont toutes les deux accepté de se prêter à cette expérience, vont donc échanger de famille le temps de 2 semaines, et autant vous dire que ça va être un véritable choc des cultures. Comme je l'ai dit précédemment, la première semaine, les nouvelles mères vivent sous les règles habituelles de la famille. Laurie découvre donc avec choc la façon de vivre extrêmement stricte des enfants Stockdale et toutes les charges qu'ils ont sur leurs épaules à leur très jeune âge. Elle va d'ailleurs se confier à plusieurs reprises à la caméra, les larmes aux yeux, expliquant qu'il est incroyable pour elle de voir ces très jeunes garçons travailler sans répit du matin au soir et surtout sans que le moindre divertissement ne leur soit offert. De son côté, Cathy se retrouve dès les premiers jours au milieu d'une très grosse fête organisée dans le jardin de la famille Tonkovic, fête durant laquelle Paul va faire une démonstration de ses talents de rappeur et utiliser un langage très inapproprié qui ne va pas manquer de choquer sa nouvelle maman. Mais ce qui va le plus choquer Cathy est le fait que Paul et Megan partagent leur chambre et donc leur lit avec leur partenaire, ce qui à ses yeux est totalement inimaginable. Bref, la première semaine s'écoule et vient maintenant la deuxième semaine, ce qui veut dire qu'il est temps pour les nouvelles mamans d'imposer leurs propres règles, et autant vous dire qu'elles vont se faire plaisir. Cathy va imposer à Paul, Megan et leurs conjoints de participer plus régulièrement aux tâches ménagères et d'arrêter totalement de fumer, de boire et de jurer. Elle instaure son fameux système de jetons et leur explique qu'à chaque tâche qu'ils vont accomplir, ils auront droit à un jeton et qu'après en avoir accumulé une vingtaine, ils auront le droit d'utiliser leur téléphone portable, la télévision ou encore leur ordinateur. Et la partie qui m'a bien fait rire, c'est qu'elle va imposer à Paul de composer une chanson de rap sans la moindre vulgarité. Ça va être un véritable challenge pour lui, mais il va finir par y arriver. Et Cathy va même aller jusqu'à faire venir un prêtre sur place et demander à Megan et son copain, ainsi que Paul et sa petite amie, s'ils acceptent de se marier sur le champ. Ce à quoi ils vont bien évidemment répondre que non, ils n'ont pas l'intention de se marier, et c'est exactement ce à quoi Cathy s'attendait. Elle instaure donc une nouvelle règle, 2 nouvelles règles en fait, car premièrement, dorénavant les couples vont faire chambre à part, et pour leur apprendre une leçon, elle donne à chaque couple un faux bébé qui pleure tout comme un vrai bébé dont ils vont devoir s'occuper toute la semaine, et ce pour leur donner une leçon en leur montrant ce qui les attendait s'ils continuaient à partager le même lit. Et même si au début les couples ont plutôt ri face à cela, après quelques jours, autant vous dire qu'ils étaient épuisés et à bout de nerfs car ils ne dormaient pas de la nuit.
Katie se débarrasse d'absolument tous les aliments présents à l'intérieur du frigidaire de la famille Tonkovic, de même que leurs friandises et leurs sodas, qu'elle remplace par des aliments sains. Et à l'inverse, Laurie va de son côté donner aux enfants Stockdale la liberté qu'elle estime qu'ils méritent. Ils n'ont plus la moindre tâche ménagère sur les bras, c'est leur père Timothy qui gère absolument tout, à la maison comme à la ferme, et reçoivent une console de jeux vidéo accompagnée de l'autorisation de jouer aussi longtemps qu'ils le souhaitent, de même qu'une télévision mise entièrement à leur disposition. Laurie remplit le frigo de pizza et de soda et leur annonce qu'il est temps pour eux de relâcher la pression et de s'amuser. Vous vous dites très certainement que les garçons doivent être ravis de ce changement. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ils étaient terriblement effrayés, car toute leur vie, on leur a dit que s'ils jouaient aux jeux vidéo ou regardaient la télévision, cela ferait d'eux de terribles personnes et qu'ils iraient en enfer pour avoir péché. C'est d'ailleurs Jacob, l'avant-dernier de la famille, qui va craquer en premier et se mettre à pleurer devant les caméras, car il affirme être absolument terrifié de ce que ses parents allaient penser de lui s'ils le voyaient jouer aux jeux vidéo. Je vous rappelle qu'il avait quand même 15 ans à ce moment-là, il n'était donc pas très jeune. Mais toute sa vie, on lui a répété que les écrans, la télévision, les jeux vidéo étaient associés au mal. Il avait donc l'impression de faire quelque chose de complètement interdit. Et Laurie va aller encore plus loin, car elle va pousser les deux aînés, Calvin et Charles, à aller en rendez-vous avec des jeunes filles de leur âge. Et autant vous dire qu'en premier lieu, ni l'un ni l'autre n'a envie de cela. Calvin va même se mettre à pleurer devant les caméras, affirmant être terrifié de l'impact que tous ces changements peuvent avoir sur ses plus jeunes frères. Ils y vont donc à reculons, mais à leur grande surprise, ils passent un excellent moment sur place et vont même aller jusqu'à dire avoir extrêmement hâte de refaire cela dans le futur. Ces quelques jours semblent avoir été un véritable challenge pour les trois aînés, mais par contre, James, qui est le plus jeune à ce moment-là et qui est âgé de 11 ans, semble être celui s'étant le mieux adapté aux nouvelles règles. Il admet avoir adoré le fait d'avoir un petit peu plus de liberté et de pouvoir jouer aux jeux vidéo, mais confie tout de même s'être senti au fond de lui très coupable d'avoir aimé cela. Finalement, les 2 semaines se terminent, le tournage est bouclé et Katie et Laurie retrouvent chacune leur famille respective et reprennent le cours de leur vie normale. Là, c'est le moment où je devrais vous dire que la famille Stockdale est retournée à sa petite vie tranquille, a repris sa routine et n'a plus jamais fait parler d'elle. Malheureusement cependant, ça n'est pas le cas. Car durant l'année 2017, soit exactement 9 ans après la diffusion de leur épisode de Wife Swap, la famille Stockdale va de nouveau faire les gros titres des médias et pas pour les bonnes raisons. Après l'émission, les choses au sein de la famille Stockdale ont un petit peu changé. Katie et Timothy ont accepté d'être un peu plus flexibles et de laisser plus de liberté à leurs enfants. Ils ont bien évidemment repris leurs habitudes en ce qui concerne les tâches ménagères et leur petit planning de jetons. Mais à côté de cela, les enfants avaient droit à un peu plus de liberté. Leur temps d'écran a été rallongé et ils avaient maintenant le droit de sortir avec des amis de leur âge, ce qui était énorme pour les 4 garçons, car dans le passé, ça n'avait jamais eu lieu. Et plus important encore, après la diffusion de leur épisode de Wife Swap, la famille Stockdale avait attiré énormément d'attention, et notamment sur leur groupe de musique. Et Katie n'a pas attendu un instant. Elle a profité de cette petite notoriété pour promouvoir en ligne des vidéos du groupe The Stockdale Family Band, aussi bien sur une page YouTube qu'elle a créée spécialement pour cela, que sur des pages Facebook consacrées à la famille. Et même si une grande partie de l'attention portée sur la famille provenait de personnes critiquant leur mode de vie et le tempérament disciplinaire extrême de Katie et Timothy, Katie semblait ignorer les messages de haine et restait terriblement fière de l'image que sa famille a renvoyée dans les médias. Le groupe va donc avoir son petit succès et va même aller jusqu'à tourner dans plusieurs villes des États-Unis. Tout semblait donc aller pour le mieux. Mais soudainement, le 15 juin de l'année 2017, un appel à la police est passé depuis le domicile de la famille Stockdale. Les policiers ne vont même pas avoir le temps de réaliser qui se trouve de l'autre côté de l'appareil, car à peine ont-ils décroché le téléphone que l'interlocuteur de l'autre côté de la ligne raccroche. Intrigués par cet appel étrange, les policiers recherchent l'adresse liée à ce numéro de téléphone, qui se trouve être la ferme où la famille Stockdale vit, et une équipe de police se rend immédiatement sur place pour s'assurer que tout aille bien. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils réalisent que la ferme semble extrêmement calme et tranquille. Et les policiers se font immédiatement aborder par un voisin qui leur affirme avoir entendu plusieurs coups de feu retentir de l'intérieur de la maison de la famille Stockdale. Les policiers réalisent alors qu'ils ont très probablement affaire à une situation très sérieuse et s'avancent tout doucement jusqu'à la porte d'entrée de la maison qui, à leur grande surprise, était restée ouverte.
Mais à peine ont-ils posé un pied à l'intérieur de la maison qu'un coup de feu retentit de l'une des pièces à l'étage. Les policiers avancent tout doucement et avec horreur découvrent un corps sans vie à quelques mètres seulement de la porte d'entrée. Il s'agit là de James Stockdale, le plus jeune de la famille qui au moment de la diffusion de l'épisode de Wife Swipe n'avait que 11 ans et qui en avait à ce moment-là 20. Le jeune homme a été assassiné à l'aide d'une arme à feu. À l'étage, le corps de Kathy Stockdale est découvert. Elle aussi avait perdu la vie à l'arrivée des policiers après s'être fait tirer dessus en plein cœur. Et dans la pièce voisine, Jacob Stockdale est retrouvé inconscient après avoir reçu une balle en pleine tête, mais par miracle, il respire encore à l'arrivée des policiers. Une arme à feu est présente juste à côté de lui. Arme à feu qui appartenait d'ailleurs à Timothy, le père de famille. Timothy qui ne se trouvait d'ailleurs pas présent ce jour-là car il était à ce moment-là en déplacement pour le travail, de même que les deux aînés Calvin et Charles qui avaient maintenant leur propre famille et avaient depuis déjà bien longtemps déménagé de la maison familiale. Lorsque les policiers sont entrés à l'intérieur du domicile, ils ont très distinctement entendu un coup de feu provenir de l'étage et il n'y a absolument aucun doute possible pour eux. Ce coup de feu provenait de la chambre de Jacob et a été tiré par Jacob lui-même lorsqu'il a tenté de sauter la vie en se tirant une balle en pleine tête. Ce qui ne laisse pour les policiers qu'une seule hypothèse. Jacob est responsable du meurtre de James et de Katie. Mais même si cette option semble être la plus plausible, aucune conclusion hâtive n'est tirée et le jeune homme est immédiatement emmené à l'hôpital dans l'espoir que ses blessures soient soignées et qu'il puisse par la suite en dire un peu plus à tout le monde sur ce qui s'est passé ce jour-là. À ce moment-là, personne ne s'imagine réellement que Jacob puisse survivre d'une blessure telle que celle-ci. Il faut savoir qu'il s'est tiré une balle en pleine tête qui lui a directement traversé l'œil pour ressortir de l'autre côté, le laissant donc totalement défiguré. Mais les médecins vont réussir à faire des miracles et même si Jacob va rester complètement défiguré par cet événement, il est capable de se remettre totalement sur pied. Il va tout de même rester une année entière à l'hôpital et subir tout un tas d'opérations chirurgicales et reconstructrices, mais il va finalement sortir à l'âge de 26 ans et être enfin entendu par les policiers qui, tout comme le reste du monde à ce moment-là, se demandent ce que son motif dans ce meurtre atroce peut bien être. C'est finalement en octobre 2018, donc 1 an et demi après les meurtres de James et de Kathy, que Jacob est finalement entendu par les policiers. Mais malheureusement pour eux, le suspect ne va pas se montrer très bavard car il va refuser de dire quoi que ce soit et rester complètement silencieux face aux questions des officiers. Son procès est alors programmé pour le même mois, mais l'avocat de Jacob va plaider non coupable aux charges de meurtre au premier degré auxquelles fait face le jeune homme, et ce car d'après lui, il n'est pas assez stable mentalement pour encaisser un procès. Et effectivement, après que des tests aient été effectués, il est découvert que Jacob souffre de stress post-traumatique et ne se trouve donc pas dans la capacité de raisonner correctement et donc de faire face au juge. Il est alors envoyé durant une année entière dans un hôpital psychiatrique où il va être sous la constante surveillance des médecins. Une année entière s'écoule, Jacob quitte enfin son lit d'hôpital et son procès est prévu pour le mois de mars 2020. Pas de chance, mars 2020, une pandémie éclate à travers le monde entier et absolument tout est mis sur pause, y compris son procès. Jacob échappe donc une seconde fois à son procès, mais finalement c'est au mois de mars 2021, donc exactement un an plus tard, qu'il fait finalement face au juge. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, Jacob n'a rien confessé du tout et surtout a refusé de donner le motif l'ayant poussé à commettre un tel acte. Tout le monde attend donc très impatiemment son procès, dans l'espoir d'en apprendre un peu plus sur la raison l'ayant poussé à agir de la sorte. Mais Jacob va décider de plaider coupable aux charges de meurtre au premier degré retenues contre lui, ce qui signifie qu'aucune investigation supplémentaire ne va avoir lieu. Et donc qu'aucun motif ne va être recherché à moins que Jacob lui-même ne finisse par tout avouer. Car pour que l'investigation se poursuive, il aurait fallu que Jacob plaide non coupable et à ce moment-là, les recherches auraient continué et un deuxième procès aurait eu lieu. Résultat, Jacob Stockdale est reconnu coupable des meurtres de son petit frère James Stockdale et de sa mère Kathy Stockdale et reçoit pour cela 30 ans de prison ferme. Cette tuerie va totalement choquer les proches de la famille car absolument rien d'après eux ne laissait à penser qu'une tragédie telle que celle-ci puisse avoir lieu. Les 4 frères ont toujours été extrêmement soudés, et ce même après le départ des 2 aînés qui se sont mariés et ont quitté la ferme familiale et qui ont aussi quitté leur groupe de musique.
The Stockdale Family Band était donc à ce moment-là composé uniquement de Timothy, Jacob et James, les deux plus jeunes enfants et leur père. Mais ils continuaient cependant à prendre plaisir à jouer de la musique ensemble et à se produire dans différentes villes de l'État. Et ils avaient même d'ailleurs conservé leur petit succès d'après la diffusion de l'épisode de Wife Swap. Jacob et son petit frère étaient tous les deux très investis dans la ferme familiale et passaient leur journée à aider leur père. Et ils avaient justement décidé de rester vivre sous le même toit que leurs parents pour pouvoir leur venir en aide. Tout allait donc plutôt bien jusqu'à ce fameux 15 juin 2017. Et malgré tout ce que Jacob leur a fait subir, Timothy, le père de famille, ainsi que ses deux frères aînés, Charles et Calvin, affirment lui avoir totalement pardonné son acte et vouloir aller de l'avant. Il souhaite cependant que la mémoire de James, qui était un jeune garçon talentueux et extrêmement drôle, ainsi que celle de Cathy, qui était d'après eux une mère aimante et douce, soit honorée et que l'on se souvienne d'eux pour toutes leurs merveilleuses qualités. Le fait que Jacob n'ait jamais voulu partager son motif a bien évidemment fait parler et de très nombreuses théories ont vu le jour. À commencer par Lori Tonkovic, la mère de la famille avec qui les Stockdale ont partagé l'écran lors de leur épisode de Wife Swap. Lori affirme être pratiquement certaine que Jacob a cédé sous la pression de son éducation super religieuse et stricte. D'après elle, lorsqu'elle se trouvait à la ferme de la famille Stockdale et a offert aux 4 garçons de se détendre en jouant aux jeux vidéo, Jacob est celui ayant le moins bien réagi face à cela et aurait totalement paniqué à l'idée de se retrouver en enfer ou de décevoir ses parents. Elle pense qu'il vivait tout simplement très mal la pression que ses parents avaient mis sur ses épaules et qu'il a juste fini par craquer. Mais cela n'a jamais été prouvé et il a d'ailleurs été confirmé que l'émission Wife Swap, comme énormément d'émissions de télé-réalité de ce genre, était entièrement truquée. Une majeure partie de ce qui a été présenté était totalement faux et provenait d'un script que les producteurs ont donné aux familles. Il est donc tout à fait possible que le mode de vie de la famille Stockdale ait été largement exagéré dans le simple but d'accentuer leur côté justement conservateur et extrêmement strict. Et c'est ainsi que se conclut notre affaire du jour. Je sais déjà ce que vous allez me dire, c'est extrêmement frustrant de ne pas connaître le motif derrière ce crime et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il n'est pas impossible qu'un jour Jacob décide de parler et d'expliquer ce qui l'a poussé à agir ainsi. Pour le moment en tout cas, c'est absolument tout ce qu'on a comme information sur cette affaire. Merci en tout cas comme toujours d'avoir été présent aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur cette affaire en commentaire et si ça n'a pas encore été fait et que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Un immense merci encore à Ipsos AIC d'avoir participé à notre vidéo du jour. Et n'oubliez pas de vous rendre dans le lien en description pour commencer à participer à leur sondage et à accumuler vos cartes cadeaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!